Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Coronavirus, les nouvelles mesures prises par les autorités sont-elles à la hauteur du défi? 195 nouvelles contaminations et 11 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans le pays du 28 novembre 2020 au 1er décembre 2020. 6 nouvelles mesures ont été également adoptées par le Conseil supérieur de la défense le mardi 1er décembre 2020. Ces dispositions seront-elles respectées? Quelle explication à l'augmentation du nombre de personnes contaminées dans le pays? Quelle alternative pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus? Le grand débat de Studio Tamani pose donc le débat. Dr Fatou Diawara de l'INSP, Institut national de santé publique, Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association de consommateurs du Mali et Dr Alou Makalou, point focal COVID-19 de l'Ordre des médecins du Mali. Je suis Imrana Kiloumaïga, auditeur, téléspectateur, chers invités, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Fatou, quelle est la situation de l'épidémie de coronavirus au Mali? Actuellement, nous sommes à plus de 4700 cas enregistrés au Mali, avec 160 décès également enregistrés. Certains de ces décès ont eu lieu dans les structures de santé, mais d'autres en communauté. Et le nombre de cas testés positifs est en train d'augmenter de jour en jour. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation? Plusieurs choses peuvent l'expliquer. La première des choses est le non-respect des mesures barrières. Ces mesures barrières permettent de limiter la transmission de personne à personne. Et dans la majeure partie des cas, quel que soit le type de mesure barrière envisagée, il y a des soucis dans le respect. Que ce soit le lavage des mains, que ce soit le port du masque, que ce soit la distance qu'il faut respecter entre individus, le problème se pose. Et tant que ces mesures ne sont pas respectées, la contamination, elle va aller crescendo. Docteur Makalou, est-ce que ces nouvelles contaminations sont-elles inquiétantes? Bon, je vais aborder dans le même ordre d'idée que ma collègue qui est là. Une fois qu'il y a une recrudescence d'une pandémie, c'est très inquiétant. Parce que nous constatons déjà que les hôpitaux sont débordés. Je dirais même que c'est la panique. Parce que le conseil de défense qui a eu lieu récemment, avec de nouvelles directives, cela traduit déjà qu'il y a une grande menace qui plane sur la population. Donc je dirais que c'est très inquiétant. Est-ce que les consommateurs trouvent que cette nouvelle vague de contamination est inquiétante? Je trouve que c'est inquiétant, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que les autorités en charge n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas du tout répondu aux aspirations des populations. Par exemple, la fourniture des masques. La fourniture des masques, qui n'a pas vu atterrir les avions ici qui nous apportaient des dons de masques et de beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas indexer une partie de la population qui a dit avoir bénéficié de ça. Surtout les trucs sur ce type d'aide des mines. Je prends l'exemple au niveau des mosquées. Lors des fêtes Maouloud et autres, des différentes fêtes, je n'ai pas vu les structures, les autorités, je les laisse de côté parce que je ne suis pas surpris. Les fonctionnaires, je n'en parle pas, ils sont là pour fonctionner. Mais les structures de la santé, moi j'avoue que j'étais surpris de constater leur absence parmi la population. Et surtout, la chose la plus inquiétante pour moi, c'est hier quand on m'a parlé du Conseil de la défense. Alors j'étais surpris, je me suis posé la question et je leur pose la question, tiens, c'est le Conseil de la défense qui va nous sécuriser des maladies ou c'est le Conseil de la santé? Parce que parmi les autres pays que nous avons vu le Conseil de la santé et de la médecine qui table sur des manières de choses à faire et en ce moment qui donne aux autorités juste qui font passer la parole par les canaux de communication.
Mais s'il y a un comité de défense de la nation qui s'assoit pour statuer sur ça, alors je me dis, est-ce que c'est une guerre? Nous allons parler du Conseil de la Défense nationale tout à l'heure. Madame, est-ce que l'Institut est absent sur la chaîne? Sur la chaîne, je dirais non, parce que l'Institut abrite la coordination. Et la coordination, elle est composée de toutes les parties prenantes qui interviennent dans cette lutte-là. Et la société civile fait partie. Différentes couches de la société civile, en tout cas, est représentée, en plus de toutes les structures techniques aussi qui peuvent intervenir. Donc, l'Institut, à travers la coordination, bien sûr, est sur plusieurs fronts. Et la confirmation des tests, bien entendu, et la délivrance surtout des certificats pour les voyageurs Covid est assurée par l'Institut. Et je vous avoue que de mars à maintenant, le fait d'abriter la coordination au sein de l'Institut fait que tout le personnel même de l'Institut se trouve mobilisé dans cette lutte-là. Voilà. Qu'est-ce qui favorise, selon vous, cette augmentation de personnes contaminées dans le pays? Oui, sans me répéter, je vais citer tout d'abord le manque de respect des mesures barrières pour différentes raisons. Disponibilité, d'abord, c'est le représentant des consommateurs vient d'en parler. D'abord, la disponibilité même de ces équipements de protection. Elle a fait à tous les niveaux. Mais aussi, il y a, même quand des fois c'est disponible, il y a la non-utilisation. Donc pourquoi cette non-utilisation? Ça peut être dû à des problèmes de communication. Parce que pour il y avait pourtant un projet, un malien, un masque. Oui, ça c'est un projet politique qui a été reparti autrement que par le biais de la santé. La santé, l'agriculture, il y a certaines structures qui sont les plus décentralisées au Mali. Nous avons des CESCOM, nous avons des cases de santé, nous avons plein de structures jusqu'au fin fond de nos communautés. Donc, en passant par ces structures de santé, on aurait pu effectivement atteindre un maximum de la population. Mais la répartition s'est faite carrément en dehors des structures de santé et cela a fait que nous, agents de santé, nous n'avons pas eu de maîtrise sur qui reçoit et sur qui ne reçoit pas. D'accord. Donc il s'agit pour nous actuellement principalement maintenant d'adapter nos différents messages aux populations. C'est-à-dire les messages génériques ne sont peut-être plus adaptés parce qu'on voit que le non-respect des mesures barrières, souvent on se dit que ce sont les non-instruits, ceux qui n'ont peut-être pas accès à la télé ou à la radio qui ne respectent pas ces gestes barrières. Mais quand on monte plus haut, on voit que même les très instruits ne les portent pas. Donc maintenant, comment atteindre toutes les parties de la population? Je pense que c'est réellement le challenge maintenant que nous avons à relever. D'accord. Le Conseil supérieur de la défense nationale se réunit ce mardi 1er décembre 2020. 6 mesures ont été adoptées au cours de cette rencontre. Suivant donc les explications de Mohamed Ali Agaleida. Ces mesures visent, selon le Conseil supérieur de la défense nationale, CSDN, à rompre la chaîne de transmission de la pandémie à coronavirus. Il s'agit notamment du renforcement de la surveillance épidémiologique par le dépistage massif dans les lieux publics, écoles, mosquées, églises, dans les gares routières, au marché, les lieux de spectacle et sport, dans les espaces publics et les lieux de regroupement. Le port des masques sera désormais obligatoire et la distanciation physique, décide le Conseil supérieur de la défense nationale. À ces dispositions s'ajoute l'encouragement de la rotation des équipes de travail des services, du télétravail ainsi que des cours en ligne. Des tests rapides seront prévus pour les voyageurs entrant au Mali sans certificat de PCR Covid-19 au niveau des frontières terrestres, précise le communiqué. Le document ajoute ainsi que la communication et la mobilisation sociale face à la seconde vague de Covid-19 seront renforcées à travers la sensibilisation. Il a été également décidé d'améliorer la qualité de la prise en charge des cas de Covid-19. Pour cela, un renforcement en capacité des ressources humaines, la disponibilité des médicaments, d'oxygène, d'équipements de prise en charge des cas et de comorbidité est prévu. Le Conseil supérieur de la défense précise également que ces mesures feront l'objet d'une évaluation périodique pour permettre leur adaptation à l'évolution de la situation. Quelle est l'analyse de l'ASCOMA sur ces mesures préventives du Conseil national de la défense? Ces mesures préventives du Conseil national de la défense, moi je trouve que c'est vide. Il y a eu trop de vide dans ce qu'ils ont dit. Il y a des choses qui ne tiennent pas.
Quand on me parle de vérification périodique c'est quand? Chaque semaine, chaque mois? Et par qui? Et vous avez, je m'attendais à entendre dans le discours un membre éminent du Conseil de l'ordre des médecins, de la santé, qui va éclairer les gens du Conseil de la défense. Je me suis dit, bon, peut-être le Conseil de la défense va écouter les spécialistes qui vont en parler. Mais ce n'est pas politique. Lors de notre dernier passage ici, nous avons dit, tant qu'on traite une maladie de façon périodique, une épidémie, on ne peut pas la soigner. Il y a des spécialistes. Madame m'a dit dans son discours, la dispersion des masques, la distribution des masques, elle ne peut pas en parler. Et on a tous suivi, on a compris que c'est ça. Mais moi, je pense que c'est un problème de santé, c'est un problème de médecins. Ils ont étudié cela, ils connaissent mieux que nous tous. Les mesures barrières ont été arrêtées par eux et leurs collègues, pas forcément au Mali, mais partout. Mais moi, je pense qu'il faut laisser à César ce qui est à César. C'est au Conseil national de l'ordre des médecins, au ministère de la Santé et tous les départements de la santé qui doivent traiter ces choses-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous regardez la télé, vous avez vu le président de la République faire un déplacement jusqu'à Marseille pour rencontrer le professeur Didier, parce qu'il avait sa voix dans le traitement du coronavirus. Et beaucoup d'autres spécialistes de la santé qu'il a rencontrés. Alors dites-moi, quel est le fonctionnaire qui a rencontré un médecin de la santé? Est-ce qu'au niveau de l'ordre des médecins, ils ont eu la visite d'une seule autorité pour traiter, pour parler du coronavirus? Est-ce qu'ils ont été consultés? Lui, il est le porte-parole. Est-ce que l'ordre des médecins a été consulté pour en parler? Je ne suis pas tout à fait sûr. Moi, je voulais, dans ce cri de cœur, vous dire que tout ce qu'on fait, c'est bien. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais tant que celui qui doit traiter la maladie, si tu ne t'adresses pas à lui, tu vas mal faire. Et je te donne le petit exemple pour terminer. Je ne sais pas si tu connais la rue Princesse. La rue Princesse va de la pâtisserie Express au boulevard Nelson Mandela. Au bout de la chaîne, au bout de la rue, se trouve l'INSP. Et c'est là-bas, madame l'a dit, qu'on fait toutes les visites. Mais ne passez pas là-bas le matin. Je suis sûr que c'est un nid où on peut attraper le coronavirus. Ceux qui viennent se faire tester sont dans la rue. Tous les patients sont exposés. On ne sait pas qui est atteint, qui ne l'a pas. Ce n'est pas normal. Mais si on ne donne pas les moyens à l'INSP, si la santé, l'État ne se prononce pas sur ça, comment ils vont faire? Ils ne pourront pas gérer. Moi, en tant que consommateur, je suis vraiment inquiet pour d'abord les médecins et pour eux-mêmes les autorités. Est-ce que l'ordre de médecins trouve que le contenu du communiqué du Conseil national de la défense est vide? Je dirais que ce n'est qu'une répétition. Parce qu'on avait déjà entendu ce même dispositif, ce même discours. C'est l'application des décisions phares, les grandes décisions prises par le Conseil de sécurité. C'est la mise en œuvre de ces applications qui pose problème. Et le ministère des Transports, en son temps, avait fait sortir un circulaire qui limitait le nombre de passagers à 3 dans les véhicules et le nombre de personnes sur la moto à 1, la distanciation de 1 mètre respectée dans le car. Est-ce que cela a été respecté? Cela n'a pas été respecté. Les lieux publics, les regroupements, les décisions ont été prises dans ce sens à ce que les regroupements soient limités. Est-ce que cela a été respecté? Cela n'a pas été respecté. Je dirais que ça va être la énième fois que l'État prenne des décisions. Les décisions, tant qu'on n'appliquera pas les décisions prises, on ne pourra pas rompre non seulement la chaîne de transmission, on ne pourra pas interrompre la recrudescence des nouveaux cas de Covid que nous subissons présentement. Et je vais rejoindre le président, le représentant de l'association des consommateurs, quand il dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Effectivement, il a raison. Est-ce que vous avez été consulté? C'est ça son Aucunement. L'ordre des médecins n'a été consulté aucunement. Nous avons fait des visites de terrain, nous avons fait des descentes de terrain, assorties des recommandations que nous avons adressées à qui de droit. Imaginez-vous, l'ordre des médecins, que ce soit même au plus bas niveau décisionnel par rapport à la gestion de cette pandémie, l'ordre des médecins n'a été associé à aucun niveau. Pourtant, ce sont l'acteur principal. Dans les autres pays, c'est ce qu'on voit. Tous les médecins qui interviennent dans le cadre de la prise en charge du coronavirus, que ce soit le professeur Akouri ou nos éminents professeurs, nos chers maîtres, ils appartiennent tous à l'ordre des médecins. Donc, normalement, aucune décision, sinon toutes les décisions prises dans ce sens, l'ordre des médecins devait être consulté.
Et même dans la loi portant création de l'ordre des médecins, il est mentionné, l'ordre des médecins peut émettre des avis en matière de tout ce qui a trait à la santé. Et je pense que sinon, le problème de Covid, c'est un problème de santé et l'ordre doit être au premier plan. Est-ce que l'INSP a pris part à cette rencontre? Docteur Fatou. À quelle rencontre? Cette rencontre du Conseil national de défense. Oui, à travers le coordinateur, bien entendu. À travers le coordinateur national. Et il y avait aussi, au niveau de cette réunion, les membres du comité scientifique aussi qui ont un rôle consultatif dans la gestion de cette épidémie. Et vous estimez que ces mesures sont applicables? Bon, je risque de répéter mon confrère. C'est-à-dire ces mesures ne sont... En fait, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de création dans ces mesures. Et c'est l'application, le suivi de l'application, c'est la mise en œuvre de tout ce qui est donné. Des fois, certaines de ces mesures sont des recommandations. Donc, c'est le suivi maintenant de tout ça. Et avant le suivi, même la mise en œuvre. Donner les moyens même pour mettre en œuvre. Voilà. Quand on demande d'assurer la distanciation sociale, quand on dit d'améliorer la prise en charge, ça commence depuis le niveau communautaire jusqu'aux hôpitaux de troisième référence. Donc il faut maintenant se donner les moyens de pouvoir appliquer tout ça et pouvoir même faire adhérer la population à ce que nous voulons faire. Parce que jusqu'à présent, il y a un grand déni de cette épidémie même. Beaucoup de nos concitoyens n'y croient pas. Certains estiment que le froid contribue à l'augmentation de la contamination. Est-ce le cas? Plus le climat se rafraîchit, plus le virus est à l'aise. Généralement, les virus qui donnent les grippes ou autres infections respiratoires aiguës, nous les appelons ainsi, dans notre jargon, ce sont les IRA, ont une recrudescence en cette période fraîche. Donc peut-on craindre le pire dans les jours à venir? Tout à fait. Si les mesures ne sont pas respectées, si toutes les dispositions ne sont pas prises, nous pouvons craindre le pire. Est-ce que le pire là est évitable? Si, le pire est évitable. Le pire est évitable, il est évitable. D'abord, je l'ai dit, il faut se fier aux spécialistes. Les spécialistes, c'est les gens de la santé. Premier point. Le deuxième point, on en a parlé, il n'en a pas parlé dans son discours, enfin dans son rétrospective maintenant du Conseil de la Défense, mais c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Lors d'un dernier débat avec Akori, il a parlé des 3 milliards ou 6 milliards que le président de la République avait promis, un Malien masque. C'était que du feu. 500 milliards. Bon, je préfère ne pas dire là-dessus parce que depuis que les chiffres sortaient de sa bouche, on sait que ce n'était pas vrai. Et qu'il n'y aura rien. C'est des effets d'annonce. Donc, tant qu'on ne mettra pas le nerf de la guerre aux cheveux du médecin pour qu'il le réalise, ce ne sera pas possible. Le plus petit exemple, c'est quoi? C'est quand tu appelles quelqu'un au téléphone, c'est l'opérateur qui te passe un conseil coronavirus. Mais pourquoi payer un opérateur pour faire passer un message pendant que le spécialiste qui soigne la maladie est là, les mains dominées? Est-ce que c'est une manière de s'enrichir autrement? Ou est-ce que c'est une manière de taper à côté? Je trouve que même s'il y a des fonds, ça ne va pas là où ça devait aller. Alors tant que ça ne va pas là où ça doit aller, on ne doit même pas parler de recrudescence. S'il vous plaît, passez un peu dans les marchés. Passez un peu dans les marchés pour voir. Vous serez surpris. Quelles sont les difficultés auxquelles les médecins sont confrontés face à la lutte contre la Covid-19? Les difficultés, il y en a tellement de difficultés. Je vais commencer par les ressources humaines. L'idéal, c'est d'avoir 3 équipes à 8 heures de temps. Déjà, au-delà de 8 heures, on baisse la garde, la fatigue s'installe. Mais essayez de faire un peu le tour au niveau des différents centres de prise en charge. Les équipes qui assurent la prise en charge des malades Covid. Combien d'équipes assurent la prise en charge? Ça, c'est un point d'interrogation. Il y a les équipements aussi. Les EPI pour le personnel soignant. Je vais profiter pour vous dire que le samedi, j'ai fait expérience, je suis arrivé au niveau
d'un centre de prélèvement, la personne qui faisait le prélèvement utilisait un gant pour faire les différents prélèvements, un seul gant. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais ce gant-là, il est mouillé. Hein. Est-ce que tu ne peux pas changer ce gant? Je ne me suis pas présenté. Quoi. Je lui ai dit, mais ce gant, je vois que tu transpires déjà dans ce gant. Est-ce que tu peux changer ce gant? Mais j'ai jeté un coup d'œil autour de la personne. Je ne vois pas de paquet de gants pour que la personne puisse réchanger. Parce que toutes ces mesures-là, ces mesures participent, sinon favorisent la contamination. Le prélèvement de la personne, quand tu fais un prélèvement, soit la personne a un cas suspect, ou la personne présente déjà les signes cliniques, ou peut-être que la personne vient dans le cadre du voyage. Donc, il y a certaines dispositions au préalable qu'on doit prendre. Et ces dispositions ne sont pas prises. Moi, c'est un cri de cœur que je lance. Et ce cri de cœur, je lance envers de l'État ou envers des décideurs. Les médecins ou bien les agents de santé ont joué toutes les partitions. Ils sont au four, ils sont au moulin. Et souvent, quand je vois ces personnes-là, j'ai mal au cœur, quoi. Ce n'est pas la connaissance qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas de moyens pour que ces personnes puissent travailler comme elles se doivent. Et regardez tout à l'heure, à l'INSP, faites un tour là-bas. Les personnes qui viennent pour faire le prélèvement, là, comment est-ce que les personnes sont en rang? Est-ce que la distanciation sociale est respectée? Est-ce que ces personnes apportent le masque? Mais je dirais non. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Je me dis, tant qu'on prendra des décisions, tant qu'on n'appliquera pas les décisions prises là, il n'y aura aucune solution. Le coronavirus, il gagnera toujours. Je dirais, ce sont des belles paroles. Hein. Distanciation 1 mètre, les lieux de marché public, couvre-feu et restrictions. Non, il faudrait appliquer les sanctions. Tant qu'on n'appliquera pas les sanctions, on n'aura pas gain. Les autres pays, nous voyons les pays qui sont plus développés que le Mali, ils appliquent les décisions qu'ils prennent. Mais nous, on peinons même à appliquer. On peine même à fermer certains lieux pour prévenir, comment on appelle ça, la contamination. Mais ça, c'est un problème d'un pays. Quand l'État prend une décision, la décision doit être suivie et appliquée à la lettre. Le port du masque obligatoire. Et dans les transports en commun, 1 mètre entre les passagers. Et dans les véhicules personnels, 3 personnes par véhicule, y compris le chauffeur. Cette décision a été prise il y a longtemps. Est-ce qu'on l'applique? On ne l'applique pas. Tant qu'on n'appliquerait pas ces décisions-là, on ne va pas évoluer. Hein. Ça, je vous le dis. Quelle que soit la volonté des médecins, quelle que soit la compétence des médecins, tant qu'on n'appliquera pas les décisions prises là, rien ne va évoluer. Le corona, il va gagner, et il va croître même. On aura une très très forte recrudescence. Et là, je dirais, on va atteindre un pic où tout le monde sera débordé, ça sera la panique. Je profite pour lancer un appel à la population aussi. Que la population ait l'oreille d'écoute, l'oreille attentive. Ne dites pas plus que le Coran n'existe pas. Allez-y voir au cimetière. Allez-y voir dans les cimetières. Je ne dirais pas que c'est le Coran, mais il y a plus d'enterrements maintenant qu'avant. Tout le monde voit, les cimetières sont débordés. Donc faut-il s'attendre à un couvre-feu? Bon, je dirais que cette décision revient plus à l'État. Mais moi, ce que je peux dire avec précision, les décisions prises par le Conseil national de sécurité, ces décisions doivent être appliquées à la règle. Tant qu'elles ne sont pas appliquées à la règle, il n'y aura pas de solution. Maintenant, deuxièmement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout ce qui a trait au Covid, mettez les acteurs qui sont en première ligne au devant de toutes les décisions. Fatou, à qui est la faute de ce manque d'équipement pour les médecins qui font face à cette pandémie? On va dire que c'est un manque de ressources financières pour l'acquisition de ces équipements matériels. Au début de l'épidémie, il n'y avait pas de ressources. Donc au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé de référence, les directeurs ont pris sur leur fonds de fonctionnement et ils ont fait un premier front. Ils ont tenu un premier front. Ensuite, il y a eu la déclaration des milliards. Et après cela, on a aussi duré avant d'avoir une quelconque ressource. À un certain moment, une ressource a été mise en disposition de toutes ces structures-là. Voilà, l'INSP y compris, toutes ces structures qui interviennent dans la gestion de la Covid. Mais la mise en place de la mise en place de ce fonds, maintenant, il y a plusieurs mois déjà qui se sont écoulés et ces fonds ont été consommés. Et depuis lors, pas un franc.
Ce que nous avons, c'est ce que les partenaires mettent à notre disposition et qui est régulièrement reparti entre les différentes structures de santé. Les fonds, par exemple, pour le prélèvement Covid qui est fait au niveau de l'Institut national de santé publique, nous n'en disposons pas, puisque une clé de répartition, une clé d'utilisation n'avait pas été donnée pour ces ressources-là. Donc, toutes ces ressources sont actuellement au niveau du Trésor national. Donc, rien pour amortir les équipements ou acheter un quelconque matériel pour faire les prestataires de soins. Au regard de toutes ces difficultés que vous venez d'évoquer, est-ce que les autorités croient que cette maladie-là existe au Mali? Au regard de ces difficultés que vous venez d'évoquer. Les autorités y croient, je ne doute pas de cela, mais il y a une lenteur certaine dans la mise en œuvre des déclarations ou voilà. Parce que quand on dit par exemple, l'exemple de prélèvement avec un seul gant, actuellement, tous ces préleveurs sur le territoire sont formés à faire ces prélèvements Covid. Ils savent comment le faire et avec quel équipement le faire. Et quand changer tel ou tel équipement. Ça, ils le savent. Mais s'ils continuent à travailler avec le même gant, cela veut dire que sûrement qu'il n'a pas de gant de rechange. Parce qu'il sait que lui-même, il est en train de s'exposer. Avant même de transmettre aux autres, d'être un véhicule, lui, d'abord, il se contamine. Et à ce jour, nous avons plus de 200 agents de santé qui ont été contaminés. Hein, et certains en sont morts, malheureusement. Hein. Donc, nous nous battons réellement avec les moyens que nous avons. Le représentant des consommateurs l'a dit, le nerf de la guerre, ce sont les ressources financières. Tant qu'on ne les a pas et qu'une répartition adéquate n'est pas faite, parce que le besoin est sûrement plus accru en périphérie qu'ailleurs. Si la répartition n'est pas équitable, là, on ne va jamais s'en sortir. Les autorités alertent à la progression de la maladie à coronavirus. Et pourtant, elles ne s'impliquent pas davantage pour permettre aux acteurs de faire face à la maladie. Comment vous comprenez cette situation? Moi, je comprends cela aisément. Parce que toutes les autorités qui ont eu à gérer mon pays, sans aucune exception, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ils ont dans la bouche « j'aime le Mali ». Non, il faut aimer le Malien. C'est l'homme qu'il faut aimer. C'est l'homme qu'il faut mettre au cœur de tous ces problèmes. Je ne sais pas si vous suivez les télés occidentales ou autres. Tout de suite, le Covid en France, quelle disposition n'a pas été prise pour pallier aux difficultés que les gens rencontrent quand on leur demande d'aller dans la maison, on demande de fermer les restaurants, on demande de diminuer le nombre. Mais l'État assiste, l'État apporte quelque chose. Alors quand on me dit que l'État n'a pas d'argent, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous donne un seul exemple, une manière d'avoir de l'argent. Tout le monde sait qu'il n'y a pas moins de 1 million de véhicules qui circulent par jour au Mali. Et prenons 1 litre d'essence par véhicule par jour, 50 francs sur chaque litre, on a au moins 10 millions qu'on collecte chaque jour. Ça, c'est le minimum que j'ai pris. Vous pensez que ça ne peut pas aider dans le traitement du Covid? Je pense que c'est peut-être une absence de réflexion ou un malaise dans la réflexion, ou je ne sais pas, ou une incapacité de réflexion à un certain niveau. Je crois que tant qu'on ne va pas comprendre que ce mal-là, il faut le traiter en tant qu'homme, même pas en tant qu'EMS ou en tant qu'une structure, défense ou autre. Non. Il faut mettre l'homme au cœur de ça. Je prends l'exemple de l'ORTM. Moi, à la place de l'ORTM, on en a parlé au niveau de l'ASCOMA, il est indispensable qu'un journal parlé dans n'importe quelle langue se passe tant qu'il n'y a pas un médecin ou un spécialiste de la santé pour marteler la question du Covid. C'est indispensable. C'est à nous de leur apprendre ça. Je crois que non. Ils sont les premiers acteurs, ils sont concernés. Mais vous allez le voir sur tous les reportages. Cependant, les premières décisions ou les premiers mots du Covid, c'est ceux qu'on a connus. L'enfermement a failli être fermé un moment. Ils ont même eu des gens qui sont décédés. Mais comment, face à un tel mal, on ne s'attache pas aux médecins, on ne le soigne pas? Alors je ne dis pas dans les familles. Je suis sûr que nous sommes tous sortis, mais nos familles sont exposées. On ne peut pas dire qu'on a pris des dispositions. On vous demande d'entrer dans le service, d'amener des masques. Vous avez un agent qui est devant la porte qui vous vend le masque.
Vous allez dans un service public, on vous vend le masque à la porte. Vous quittez, vous l'oubliez, vous allez dans un autre service, vous payez un masque. Alors, non. Moi, je crois que ce n'est pas un problème de truc. C'est un problème d'amour pour le Malien. Il faut qu'on ait dans la bouche le Malien. J'aime le Mali, c'est un slogan qui ne sert à rien. Et ça a toujours été le slogan de nos autorités. Je veux donner exemple. C'est vrai que ce n'est pas bon de parler d'un défunt. On se rappelle la très célèbre phrase de Amadou Toumani, paix à son âme. C'était mon beau-frère qui a dit qu'il ne va pas faire du mal à un Malien, qu'il ne va pas emprisonner un chef de famille. Alors, mais si on se dit qu'on ne va pas faire le couvre-feu parce qu'on ne veut pas sanctionner les gens, on ne peut pas avancer. La sanction, elle est indispensable. Elle est indispensable. Sinon, les plus exposés, c'est les médecins et c'est les policiers, les agents de la rue. Parce qu'ils arrêtent, dans le cadre de leur fonction, les véhicules, ils se mettent à parler avec des gens, mais ils sont exposés, ils sont tous sans masque. Or, c'est eux qui doivent assurer la sécurité quelque part. Je ne parle même pas des autres agents de la sécurité. Moi, je pense qu'il faut que l'État prenne les moyens, les moyens existent, il faut qu'on prenne les moyens de les faire et qu'on leur donne. C'est à eux. C'est un peu comme si vous avez un fonds, une tontine, où vous décidez chaque mois, vous mettez 500 francs pour quelqu'un qui a un problème. Lui, il va prendre l'argent. Moi, je ne voudrais pas prendre ce montant parce que je ne voudrais pas avoir de problème. Donc c'est ce fonds qui doit être fait et alloué à ce niveau. Fatou, vous avez évoqué tout à l'heure un manque de ressources financières. Et l'argent test Covid va où? Actuellement, au niveau du Trésor, puisque quand les 35 000 ont été décidés au niveau de la primature, une clé de répartition ou d'utilisation n'a pas été déterminée en ce moment. Donc, l'utilisation de ces ressources ne serait possible sans passer par cette étape. Et je pense qu'actuellement, au niveau du département de la santé, depuis déjà quelques mois, ils ont approché le ministère des économies et des finances pour pouvoir mettre en place réellement un moyen de décaissement de toutes ces ressources qui sont au niveau du Trésor national pour le moment. Comment ces fonds sont-ils gérés? Ces fonds sont juste versés dans la caisse pour le moment. Donc, vous imaginez, nous, notre souffrance actuellement, puisque nous ne pouvons même pas renouveler le stock, le stock de tests qui est en train tous les jours d'être utilisé, les consommables qui sont utilisés, le matériel qui est utilisé et qui a un amortissement, et le personnel, bien entendu, qui est en train d'être usé aussi. Mais, comme je vous ai dit, ce sont des fonds, on ne peut pas les utiliser comme on veut. Il faut obligatoirement faire des papiers qui soutiennent l'utilisation et jusqu'à quel niveau. On peut estimer à combien l'argent que le Covid test fait rentrer dans la caisse? Je n'ai pas cette comptabilité exactement en tête, mais depuis le départ de ces tests, nous avons pas moins de 200 personnes qui se font tester par jour. 200 personnes se testent par jour. Comment vous comprenez que 200 personnes se testent par jour et que les docteurs manquent les moyens nécessaires pour faire face à la maladie? Comme elle vient de le dire tout à l'heure, là, les fonds qui sont récoltés lors de ces tests-là sont stockés. Il n'y a pas de clé de répartition, si j'ai bien compris dans son intervention. Donc, c'est-à-dire que présentement, les fonds sont stockés au niveau du ministère des Finances, non? Voilà, les fonds sont stockés au niveau du Trésor national. Et c'est stocké là-bas, on ne met pas à la disposition des personnes, des agents. Quand comment on appelle ça? J'écoute bien ce qu'elle vient d'expliquer là. Moi, j'ai une proposition. Moi, je l'ai proposé avant, et les prélèvements se faisaient au niveau des CCRF, partout. Pourquoi focaliser, sinon centraliser les 200 personnes au niveau de l'INSP? Si c'est une question de finances, c'est de prendre des dispositions pour qu'il y ait un seul guichet ou un seul endroit où on peut faire le versement. Ça, c'est pour les voyageurs. Moi, je prends un exemple simple. Moi, je suis à Yirimadjo, j'ai fait mon test. Au lieu de venir jusqu'à l'INSP, je verse l'argent dans un compte qui est directement, comment on appelle ça, reversé au niveau du Trésor, comme fonds Covid. Et je pars avec un ticket, je me fais tester dans ma commune. Non seulement ça va désengorger l'INSP, et ça va permettre aux agents qui sont là de souffler un peu, quoi. Parce que même si elle ne le dit pas, je me dis qu'au niveau de l'INSP, il manque les ressources humaines font défaut présentement. Ils sont débordés.
200 personnes à prélever, combien de personnes vont faire ce prélèvement-là? Mais par contre, si on délocalise au niveau des différentes structures de santé, on va désengorger un peu, comment on appelle ça, l'INSP. Donc vous partagez la pensée de certains Maliens qui estiment que le coronavirus n'existe pas, c'est juste un business des autorités? Le coronavirus existe puisqu'il y a des morts. Ce n'est pas un business, il y a des morts. Le coronavirus, il est réel. Maintenant, c'est de faire face. Et comment faire face comment on appelle ça, à cette pandémie? C'est là le problème se situe. Sinon, le discours de est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, je me dis que les Maliens ne sont plus à ce niveau. Surtout dans ces derniers moments-là, il y a eu tellement de morts là, avec des détresse respiratoire. Tout le monde sait, tous les Maliens à l'unanimité, présentement, ils savent que le coronavirus existe bel et bien. Maintenant, c'est la prise en charge, les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir prendre en charge cette pandémie-là. C'est ce qui pose problème, quoi. Sinon, l'existence du coronavirus, ça ne pose plus problème au niveau de la mortalité malienne. Donc ces explications vous confortent quand certains Maliens disent que le coronavirus n'existe pas et que c'est un business des autorités? Non, du fait que l'argent est stocké? Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas au fait que les gens se disent que ça n'existe pas. Les gens y croient. Les gens y croient, mais ils sont démunis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On a dit, à un moment, le plus grand oublié du coronavirus, c'est quoi? C'est le sida. C'était hier la journée du sida, mais personne n'en parle. Il est devenu oublié. Ce n'est pas que les gens ne croient pas. Mais le coronavirus, dans sa manière, d'abord, c'est des ministres ou des autorités politiques qui ont dit qu'ils l'ont. Je me rappelle, je crois, Moussa Mara l'a dit. Ivan Ndiaye aussi l'a dit. Donc, on a vu des gens, des autorités politiques, se déclarer avoir été atteints de coronavirus sévère. La population peut penser que ça concerne l'autre, mais pas lui. C'est pour ça que je disais dans mon intervention qu'il faut qu'on confie à la santé le soin de prendre des dispositions pour nous alerter. Il a parlé tantôt de fonds. Disons, elle, qui a un fonds, et c'est logé. Je suis d'accord. Mais dans ce fonds, il y a des gens qui font rentrer ce fonds, qui sont les médecins, qui sont les laborantins. Je profite pour saluer Diallo au passage, qui, je sais quelles sont les analyses qu'il fait. Il passe son temps à étudier ces cas. Mais dans la clé, dans la manière de fixer ce montant, il doit y avoir un point de ristourne. Vous voyez les agents des impôts ou des affaires économiques. Dans la récolte qu'ils font, ils ont une ristourne annuelle qui leur est donnée. Donc moi, je ne comprends pas que dans un cas pareil d'urgence, ce fonds soit logé dans une banque ou dans une caisse sans que ceux qui ont permis de faire rentrer ce fonds ne bénéficient pas de quelque chose. Je crois qu'il faut revoir ce fonds et le voir dans son contenu et prévoir là-dedans une ristourne qui est prélevée immédiatement à la source et qui restera à la gestion de l'INSP avec tous les autres agents qui sont impliqués dans ce truc. Je vous dis, on a tous étudié, on est tous intelligents, on sait tous comment faire. Mais on n'a pas de décision, on n'est pas écouté parce qu'on pense que c'est l'autre là, le chef qui doit se prononcer. Et même s'il n'est pas compétent, on lui laisse ce choix. Ce n'est pas normal. Fatou, la fiabilité du test Covid aussi est mise en cause. La fiabilité, oui, mais avant d'y arriver, je vais peut-être revenir sur un ou deux points. Voilà, par rapport à la délocalisation du test. L'INSP n'est pas dans les régions. Voilà, nous avons des centres ruraux à Sélégué, Koulokani, Banyangara, mais n'est pas délocalisé. Donc, nous œuvrons actuellement à ce que ce test même puisse se faire déjà au niveau des régions. Et l'attestation sera fournie avec l'entête INSP, mais que le test puisse se faire. Nous sommes en train d'équiper les labos, former les laborantins, parce que quand même, c'est tout un processus qui est là. C'est pas seulement je prends l'échantillon, je regarde. Non, on fait la PCR, il faut inactiver le virus, il y a plein de procédures à faire et le laboratoire doit être d'un certain type. Donc nous œuvrons actuellement à ce qu'au niveau des régions, le prélèvement soit déjà possible. Actuellement à Bamako, c'est vrai que le prélèvement se fait à l'Institut, mais l'analyse se fait également au CEREFO, au niveau du point G, au niveau de l'Institut Mérieux. Également, les centres sont diversifiés qui font l'analyse, qui ont cette capacité. Et récemment, le point G qui va commencer à faire cela.
Donc, nous n'avons pas voulu apporter une charge de travail supplémentaire aux districts sanitaires, ici à Bamako, qui sont déjà débordés par ce qu'ils font. Et c'est pour cela que l'INSP a pris sur lui le fait de faire ces tests voyageurs, uniquement voyageurs, au niveau de l'Institut, puisque au niveau des CCRF, ils ont une centaine de tests en surveillance, pour la surveillance qu'ils font tous les jours. Puisque le dépistage actuellement, nous l'avons rendu même volontaire, même quand vous n'avez pas de signes et que vous sentez que vous devez le faire pour connaître votre statut ou que vous-même vous doutez sensible, vous avez la possibilité de faire ce test qui est gratuit au niveau des CCRF. Donc c'est par souci de surcharge de travail qu'on ne le fait pas encore au niveau des centres de santé de référence. Mais vu l'évolution de la situation, nous allons aller vers des localisations. Mais il faut des mesures d'accompagnement pour ces délocalisations. On ne peut pas y aller d'emblée. D'accord, avant de vous revenir, il y a Dr Makalou qui avait demandé la parole. Allez-y. Je vais rebondir sur ce que le président de consommateurs, en parlant de ristourne. Le terme ristourne médicalement ne se dit pas, parce que c'est interdit par le code d'éthique et de déontologie. On peut peut-être voter et mettre la forme, dire indemnité. Sinon, le terme ristourne n'est pas approprié. Un médecin qui reçoit une ristourne il a une violation flagrante du code d'éthique et de déontologie. Ça, c'était la petite précision. Maintenant, pour revenir à mon collègue, moi, quand je lui disais de désengorger un peu l'INSP, si les fonds Covid sont là, et il y a une insuffisance des ressources humaines, lors des médecins du Mali, ils regorgent de pas mal de médecins, de nouveaux médecins qui sont sortis, qui n'ont pas d'emploi. Des nouvelles mesures contre le coronavirus étaient annoncées dans le discours du président de la transition avortée, relayé sur les réseaux sociaux. On parlait de la limitation des heures d'ouverture et fermeture des marchés, des bars dancing et de nuit, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Fatou, est-ce que ces mesures seront tenables par les populations au regard de la première tentative? D'accord. Je pense que ces mesures ont été finalement enlevées des 6 mesures qui ont été citées. Mais s'ils étaient restés, tout ceci, c'est pour vouloir réduire la chaîne de transmission. Voilà. C'est pour éviter les regroupements. Éviter les regroupements au cours de la journée avec le respect des mesures barrières et les limiter au maximum au cours de la soirée. Mais il faut que les personnes comprennent que toutes ces mesures sont pour elles et c'est pour juste assurer cette distanciation sociale. Tenable par la population, peut-être difficilement, puisque la nuit, beaucoup ont des activités génératrices de revenus et c'est très difficile en ce moment de pouvoir respecter ces mesures. Et quelles leçons peut-on tirer des premières mesures précédentes? Des premières mesures précédentes, je voudrais au passage dire à Dr merci donc, pour la petite correction qui était de taille extrêmement importante. Les mesures à tirer, c'est juste, il faut dire qu'on a dormi. On a profité pour dormir et avec d'autres événements qui ont continué à endormir. Et les consommateurs, de façon générale, se sont mis pour aggraver la situation en refusant de respecter les gestes barrières qui nous étaient édictés par nos chers médecins. On a continué à aller dans les forums, dans les places publiques, à aller manifester, sans pour autant se prémunir du simple moyen, le masque, ou se laver les mains. Je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer. Et surtout au niveau des mosquées. Au niveau des mosquées, c'est extrêmement inquiétant. Parce que les gens dorment à même le tapis. On rentre dans les mosquées sans même se laver les mains, parce qu'on fait ses ablutions à la maison, et on rentre directement dans la mosquée. Et on a un bac commun où on met les sandales et autres. Voilà, l'exposition, elle est là. Et des gens dorment dans la mosquée et le nez coule. D'accord. Nous n'avons pas assez de temps. On donne le dernier mot à Dr Makalou. Dr Makalou, quelle solution faut-il réellement aujourd'hui pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus? Le premier traitement, c'est-à-dire que le premier moyen contre la lutte à la maladie à coronavirus, c'est d'interrompre, sinon briser la chaîne de transmission. Et cette interruption ne pourra se faire sans respect des mesures barrières, à savoir la distanciation de 1 mètre, le port du masque, limiter, sinon interdire le regroupement dans les lieux publics.
Et il faudra être courageux, c'est-à-dire qu'il faudra avoir le courage et que l'État s'assume. Que l'État s'assume, c'est ce qui me fait assez grand en débat de Studio Tamani, où nous réfléchissons sur les mesures prises par les autorités, si elles seront applicables. Et nous étions avec Dr Fatou Diawara de l'INSP, Institut national de santé publique, Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association des consommateurs du Mali, Dr Alou Makalou, point focal de l'Ordre des médecins du Mali. Je suis Imrana Akilo Maïga, à la mise en onde de Gagné Kanté, et la régie vidéo est assurée par Peting Diara. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.